Bonjour, alors je vais vous parler d'énergie évidemment, de science. Mon objet c'est de rappeler un petit peu où nous en sommes en, en Occident et en Chine, des débats sur l'énergie pour essayer de comprendre ce qui fait problème dans le dialogue difficile, manifestement difficile, entre les médecines traditionnelles, appelons-les comme ça, et la biomédecine, sans jugement et sans polémique, mais sans esquiver la problématisation. Alors, pour rappel, de nombreuses médecines traditionnelles mobilisent une notion centrale qu'on peut traduire par énergie, mais il risque d'y avoir un malentendu, c'est ce que je voudrais expliquer tout de suite. Alors cette notion d'énergie, c'est la traduction de prana, par exemple, pour ce qui est du sanskrit. En Inde, on a une médecine ayurvédique qui naît avec l'Atharva Veda, considéré comme le quatrième Veda, écrit entre moins 2000 et moins 500 avant Jésus-Christ. Donc voilà, une médecine qui mobilise cette notion d'énergie énergie qui circule dans des nadis, c'est-à-dire des méridiens. En Grèce, on a une médecine hippocratique, ou à Rome, la médecine de Galien, influencée par les théories stoïciennes du pneuma, du souffle vital. Ce sont aussi des médecines de type vitaliste qui mobilisent la notion d'énergie, qu'on peut traduire comme, mon prédécesseur l'a dit, du grec pneuma, ou énergeia aussi, pour reprendre le terme d'Aristote. En Chine, c'est surtout de la Chine que je voudrais vous parler aujourd'hui. Une longue tradition s'est exprimée à partir d'un texte fondateur qui est le Huangdi Neijing, le livre de l'empereur jaune, écrit probablement autour de la période des royaumes combattants, c'est-à-dire quelque part entre le 3e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ce sont 81 chapitres pour le Lingshu, 81 chapitres pour le Suwen. Voilà, une histoire qui commence là, il y a 2500 ans environ, même si la plus vieille copie que nous ayons de ce texte date du 8e siècle après Jésus-Christ. Elle est écrite de la main de Wang Bing, mais c'est une tradition qui a environ 2500 ans et qui repose sur la notion de Qi et ses subdivisions complexes, extrêmement raffinées, Wei Qi, Yuan Qi et j'en passe, que nous traduisons aussi simplement par énergie en français. Alors vous voyez pneuma, prana, Qi, autant de notions qu'on traduit par énergie, mais qui ont un sens très différent de ce que nos sciences modernes occidentales entendent par énergie. Je pense à la physique et à la thermodynamique qui ont développé ces notions dans nos langues modernes depuis le XVIIIe et surtout le XIXe siècle. Elles reprennent un terme, ces notions du vocabulaire d'Aristote, mais elles lui donnent un sens différent. Elles désignent, comme monsieur le professeur Bertrand l'a dit, une force en acte, par opposition à la dynamisme qui est une force en puissance chez Aristote. L'énergie désigne, dans les paradigmes matérialistes et mécanistes de la science moderne, la mesure d'une capacité à modifier l'état d'un système, à produire un travail. Elle se mesure en joules, parfois en calories. L'énergie n'y est qu'une propriété de la matière. Dans les sciences modernes, l'énergie n'est qu'une propriété de la matière. Mais dans les paradigmes vitalistes, et c'est là qu'est tout le désaccord, il ne faut pas se masquer la difficulté, la différence des vocabulaires. Dans les paradigmes vitalistes, l'énergie désigne un souffle vital, on l'a bien dit, une force de vie, un principe d'animation, si vous voulez, capable de mettre la matière en mouvement, mais indépendant d'elle. Elle n'est donc pas, cette énergie, de nature matérielle, du moins elle n'est pas pensée comme telle, et c'est ce qui rend le paradigme mécaniste et le paradigme vitaliste si étrangers l'un à l'autre.
Alors, pourquoi ces deux définitions de l'énergie, ces deux grands paradigmes, sont-ils exclusifs l'un de l'autre? Essentiellement parce qu'elles sont intégrées à des paradigmes concurrents, qui sont en lutte pour la suprématie, pour la domination des champs du savoir légitime. Ça, c'est ce qu'expliquent tous les travaux des épistémologues et des sociologues contemporains de la science. Je pense à Thomas Kuhn. Vous savez sans doute ce qu'est un paradigme chez Thomas Kuhn. Un paradigme, c'est un modèle, c'est un schéma explicatif. La science, ou plutôt les sciences, il faudrait parler au pluriel plutôt qu'au singulier, comme on l'a fait jusqu'ici. Les sciences reposent sur des schémas explicatifs en concurrence les uns avec les autres. Ils sont fondés, ces paradigmes, sur des principes, sur des concepts scientifiques, sur des méthodes différentes. Et ce sont, si vous voulez, pour reprendre la définition de Kuhn, des matrices disciplinaires, des variations d'une théorie dominante. Si la constitution de ces paradigmes est très utile au quotidien dans le travail des scientifiques, et si elle est très utile au progrès du travail collectif de la science, le problème c'est que ces paradigmes tentent de minimiser, voire d'ignorer les anomalies théoriques et factuelles qui dissonnent avec leur propre théorie. Les anomalies, ce sont, dans le vocabulaire de Kuhn, si vous voulez, tous les concepts étrangers. Par exemple, le concept d'énergie comme souffle vital pour la biomédecine. Ce sont aussi les anomalies, les faits ou observations qui contredisent le paradigme dominant, car des observations, il y en a. Et aucune théorie ne peut expliquer tout le réel. Aucune théorie n'est suffisamment exhaustive pour expliquer tout le réel. Les anomalies sont donc inévitables, quelle que soit la théorie scientifique qu'on veut défendre. Donc les paradigmes s'interpellent, si vous voulez, mutuellement, à coup d'anomalies, et c'est cela, l'histoire de la science. Elles se défendent aussi, puisqu'elles s'attaquent, elles se défendent mutuellement en minimisant ou en niant les anomalies qui les dérangent. Par exemple, le chi, souffle vital, ou le pneuma des Grecs sont des anomalies pour la biomédecine, et c'est la raison pour laquelle, depuis Descartes, dans le cadre des paradigmes matérialistes et mécanistes, on les a qualifiés tour à tour d'idées obscures et confuses, c'est le terme de Descartes, de croyances creuses et de superstitions moyenâgeuses, c'est le vocabulaire des scientistes du XIXe siècle, Auguste Comte, Pasteur, et comme aujourd'hui, vous le voyez, on les qualifie de délire New Age. Je vous renvoie à l'article Wikipédia sur le terme énergie. Alors, pourquoi un tel discrédit, pourquoi un tel dénigrement plus fondamentalement qu'aux enjeux économiques, si vous voulez, je ne veux pas parler des conflits d'intérêts et des enjeux économiques qui sont derrière ces grandes institutions scientifiques, plus fondamentalement qu'aux enjeux économiques auxquels on ramène trop souvent et trop vite ce type de débat, je crois que le problème de ce dialogue difficile tient à la méthode scientifique elle-même, dont Kant a défini les contours et les conditions indispensables dans la critique de la raison pure en 1781, notamment dans la seconde préface, pour ceux qui n'auraient pas le temps de lire la critique de la raison pure tout entière. Un texte dans lequel Kant explique qu'il faut tenir pour vide tout concept auquel ne correspond dans l'expérience aucun objet matériel, observable et mesurable. On ne peut parler de connaissance, au sens plein du terme, au sens scientifique du terme, après Kant, que pour de tels concepts et de tels objets. Le reste, c'est-à-dire tout ce qui ne s'applique pas à des objets matériels, observables et mesurables, c'est bien pensable, si vous voulez, on peut bien en parler, mais pas scientifiquement. Et ça ne constituera jamais, pour Kant, une connaissance légitime, une connaissance scientifique au sens plein du terme. Donc Kant opère cette célèbre distinction entre penser et connaître. Pire, même, puisque prétendre connaître
ce qu'on peut seulement penser, ce serait un délire, et c'est contre ces délires, contre ce risque de délire de la raison que Kant écrit sa critique de la raison pure, qui est l'entreprise qui vise à prévenir les délires de la raison en la cantonnant dans les limites étroites de l'expérience possible. La question qui s'ensuit est donc la suivante. L'énergie, si on désigne par là le souffle vital, le prana, le pneuma, les esprits subtils, le chi, quel que soit le nom qu'on lui donne dans le cadre des paradigmes vitalistes, correspond-elle à une réalité observable et mesurable? Sinon, elle n'est qu'un mot vide, un mot creux. Alors c'est une question évidente que se sont posés des scientifiques chinois formés aux sciences occidentales dans les années 80-90 du XXe siècle. Des chercheurs trop peu connus, puisque d'après ce que j'ai pu observer sur le net, on ne trouve pas leur nom sur Google, même en anglais. Alors ces chercheurs, ce sont des personnalités très connues en Chine, et peut-être que notre ami chinois nous le confirmera tout à l'heure. C'est Gu Hansen, c'est Feng Lida, c'est Zhang Zhenhuang. Et dans le net occidental, si, on trouve tout de même un nom, on trouve à peine le nom de Tian Xuesen, qui n'est rien moins que le concepteur de la bombe atomique chinoise. Mais sur le net, même en anglais, on ne trouve pas trace de ses positions sur la question de l'énergie, au sens du chi, question dans laquelle il s'est pourtant passionnément impliqué tout au long de ce qu'on a appelé la fièvre du Qigong, c'est-à-dire les années 70 à 1999 en Chine. De rares philosophes ou sociologues de la Chine en parlent, notamment David Palmer, dont je vous recommande la lecture de sa thèse de doctorat publiée aux éditions de l'HESS en 2009, La fièvre du Qigong. Je vous renvoie d'ailleurs aux pages 75 à 80 de cette thèse pour lire l'extrait d'un compte-rendu des travaux scientifiques de Gu Hansen qui définit les 4 critères matériels qui permettent d'observer et de mesurer l'émission du Qi dans le cadre de la pratique du Qigong par exemple, ou du Wei Qi Liao Fa, c'est-à-dire des applications thérapeutiques du Qigong. Gu Hansen a donné le nom d'énergie externe, Wai Qi, à ce concept d'une énergie qui ne renvoie plus, comme dans la philosophie classique chinoise, à une réalité principielle, cosmique, métaphysique, mais à un objet d'expérience possible, observable, objectivement et mesurable. Dans l'expression Wai Qi, Wai, externe, veut dire conforme aux exigences d'une méthodologie scientifique de type matérialiste, donc sans recours à aucun présupposé métaphysique, ni à une expérience intérieure de type psychologique, voire mystique. Ce qui fait toujours sourire les défenseurs, évidemment, des paradigmes matérialistes et mécanistes. Donc, il y a eu un débat en Chine, et ce débat s'est mené de manière vigoureuse, pro et contra, avec les pour et les contre. Pour, j'ai cité Tian Xuesen à l'instant, et Zhang Zhenhuang, un grand représentant des intérêts militaro-industriels. Et de l'autre côté, en face, contre, He Zuoxiu, pour ne donner que quelques noms éminents, bon, qui ne vous parleront peut-être pas si vous n'êtes pas avertis de l'histoire récente de la Chine. Ce sont tous des personnalités du monde scientifique ou militaro-industriel, donc, et ces personnes n'ont rien à voir, j'insiste sur ce point, avec les maîtres spirituels et les grands maîtres, plus ou moins autoproclamés, qui ont aussi proliféré en Chine, hein, ne le nions pas, au cours de ces décennies, et ont bien sûr tiré profit de ces débats, y compris un profit financier, ne nous le cachons pas. Mais il ne faut pas confondre la question du Qi, la question de l'énergie, avec celle des fonctions exceptionnelles, c'est-à-dire des pouvoirs paranormaux dont ces maîtres prétendaient être détenteurs, et il ne faut donc pas jeter, si vous voulez, le bébé avec l'eau du bain.
Pour ne pas dépasser le temps imparti, je ne développerai pas les raisons pour lesquelles ces recherches sur le YT, sur l'énergie externe, ont subi un coup d'arrêt dans les raisons 2000. Ce sont des raisons politiques, très exactement suite au débat houleux sur les fonctions exceptionnelles et aux événements de l'association Falun Gong sur la place Tiananmen autour du Zhongnanhai en avril 1999. Donc ces recherches ont eu des répercussions sur le plan politique qui elles-mêmes ont eu des répercussions sur la recherche scientifique sur ce sujet. Mais on peut se demander si l'évacuation pure et simple, disons l'anathème du concept vitaliste d'énergie n'est pas un risque, si elle ne fait pas courir un risque au progrès même des sciences du vivant et de la matière, et à leur crédibilité, tout simplement, car il y a toujours à refuser un débat un risque d'assèchement et de dogmatisation, un risque d'essoufflement, selon le mot de Laurent Ségala, que vous ne soupçonnerez pas d'être un maître de Qigong, directeur au CNRS. Je vous renvoie à son ouvrage sur la science à bout de souffle, en 2009, paru en 2009. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais finir cet exposé par un hommage à l'anarchisme épistémologique de Paul Feyerabend, un autre grand épistémologue contemporain. Si la constitution des paradigmes a son efficacité pour le travail quotidien des chercheurs et les progrès de la science, la mise au pas des armées de fonctionnaires de la science officielle risque aussi d'avoir des effets délétères ou limitants. C'est pourquoi Feyerabend, fustigeant certains dogmatismes de la science contemporaine, a développé une théorie anarchiste de la connaissance fondée sur le principe qui affirme, vous le connaissez peut-être, tout est bon. Une théorie très stimulante dans laquelle il encourage ce qu'il appelle les contre-inductions. Les contre-inductions, ce sont des raisonnements et des observations qui malmènent, non pas pour les saper, mais pour les élargir et les enrichir, les paradigmes dominants. En conclusion, l'énergie comme souffle vital ou principe de vie, sous le concept de Qi externe, élaboré par les chercheurs chinois dans la décennie 80, est un concept et un objet d'observation et de mesure. Il est donc, ou du moins prétend être, falsifiable, selon le terme de Popper, c'est-à-dire susceptible d'expérimentation reproductible, ce qui n'était peut-être pas le cas des expériences de Mesmer, effectivement, mais de l'eau a coulé sous les ponts de pluie. Et s'il ne l'est pas, la charge de la preuve en revient désormais aux adversaires de la thèse qui ne peuvent s'en tirer par une rhétorique du dénigrement. Il y a donc bien là un défi pour la science à venir. Il ne s'agit pas de brouiller les frontières entre la science et la métaphysique, de braver les apports de la critique de la raison pure et d'encourager une dérive mystique de la science, mais il s'agit de voir si ce qu'on appelle Weiqi, énergie externe ou énergie tout court, peut, d'après les observations ou expériences faites, être défini comme une réalité indépendante de la matière ou doit finalement se réduire à une propriété spécifique de la matière. La question est ouverte. Comme ce fut le cas, par exemple, de la vie biologique depuis que la science dispose du concept d'ADN, considérant, si vous voulez, pour le dire comme Ernest Kahn, que la vie n'existe pas. La vie comme principe séparé, ça n'existe pas. Ce n'est finalement que de l'ADN, c'est-à-dire une propriété originale des formes d'organisation particulières de la matière. Mais alors tout reste à comprendre et à repenser de la manière dont cette énergie informe la matière et s'articule avec elle. Et c'est peut-être dans cette direction des recherches, c'est peut-être dans cette direction qu'avancent les recherches du projet PIR, par exemple, à l'université de Princeton, ou celle du docteur Jean-Jacques Charbonnier et François Lallier de l'université de Reims, je parle de médecins. C'est vers eux que nos regards pourraient se tourner si nous voulons voir comment on peut mettre en œuvre cet anarchisme épistémologique sans rien céder à la rigueur des méthodes scientifiques, pour concilier à la fois l'évidence troublante et stimulante des observations et notre besoin de comprendre rationnellement et d'expliquer de l'autre, car il est aussi légitime, évidemment. Il ne s'agit pas seulement de penser ou de spéculer, mais comme le disait Kant, de connaître. Merci.